Et si il existait à la surface du globe des lieux piliers, des points d'ancrage telluriques où la Terre parle plus fort, des endroits si chargés d'énergie, de mémoire et de conscience que simplement s'en approcher réveille quelque chose en nous. Depuis des millénaires, des peuples aux quatre coins du monde ont désigné certains sommets, certaines montagnes comme sacrés. Pas pour leur hauteur, ni pour leur beauté, mais parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils connectent les mondes, parce qu'ils gardent les secrets d'un savoir ancien, transmis non pas dans les livres, mais dans la pierre, le vent et le silence. Ce voyage ne sera pas touristique, il sera vibratoire, symbolique et géomantique. Un plongeon dans la cartographie invisible de la Terre, celle que nos ancêtres connaissaient, celle que nos cellules se rappellent, celle que notre conscience est prête à redécouvrir. Aujourd'hui, je t'emmène explorer 3 de ces centres géomantiques. 3 montagnes très éloignées, certes, mais vibratoirement reliés. 3 gardiens de l'équilibre entre les dimensions. 3 portails géologiques à activation spirituelle. Le mont Shasta, en Californie, porte des peuples souterrains. Le mont Kailash, au Tibet, trône des dieux et axes cosmiques. Et Uluru, en Australie, cœur rouge du rêve ancestral. Mais avant de plonger dans les mystères de Shasta, Kailash et Uluru, prenons un instant pour comprendre ce que l'on appelle un centre géomantique. Alors, le mot géomancie vient du grec gé, la terre, et manteia, la divination. C'est l'art ancestral de lire les signes de la terre, de percevoir ces lignes d'énergie, ces flux cachés, ces respirations subtiles. Un centre géomantique, c'est donc plus qu'un lieu sacré. C'est un point nodal où plusieurs forces convergent. Des lignes telluriques comme les ley lines, des mémoires anciennes inscrites dans la roche, des vortex naturels d'énergie et parfois un accès à d'autres plans de conscience. Ces centres ne sont pas choisis au hasard. Ils ont été reconnus, activés et vénérés par les peuples premiers, les gardiens des temps anciens, car ils jouent un rôle bien précis dans l'équilibre du vivant. On pourrait les comparer à des chakras planétaires, des points d'entrée et de sortie de l'énergie vitale de la Terre. Quand ils sont activés, la Terre respire mieux et par là même, nous aussi. Ils sont aussi des miroirs vibratoires. En leur présence, ce qui est lourd peut remonter. Ce qui est pur peut s'intensifier. Ces lieux nous montrent qui nous sommes et parfois d'où nous venons. Shasta se situe en Amérique du Nord, aux États-Unis. Kailash est au Tibet, en Asie, et Uluru en Océanie, en Australie. Ces 3 sommets dessinent un triangle équilatère à l'approximatif si l'on suit certaines cartes géomantiques. Et ce triangle est parfois appelé le triptyque des gardiens ou encore le triangle des sentinelles planétaires. Il formerait, selon certains géographes, une ancre énergétique planétaire reliée par un réseau subtil donc. Les lignes telluriques des Dragon Lines, grille de Hartmann et le réseau pléiadien. D'un point de vue symbolique, ces 3 sommets représentent 3 gardiens vibratoires postés à équidistance pour maintenir un équilibre cosmico-terrestre. Chacun de ces 3 lieux émet une fréquence spécifique, en lien avec une fonction énergétique précise dans le système subtil terrestre et par résonance dans notre système à nous intérieur. Shasta, c'est le chakra-gorge ou le 3e œil, la transmission. C'est un lieu de traduction vibratoire. Kailash, c'est le chakra-couronne, ascension verticale. C'est le lieu de dépassement vibratoire. Et Uluru, c'est le chakra racine, l'ancrage profond. C'est le lieu d'intégration
vibratoire. Ensemble, ils forment une fréquence, on peut dire, trinitaire. Enracinement, élévation, réception, terre, ciel, éther, corps, esprit, âme. Le mont Shasta s'élève dans le nord de la Californie, à proximité de la frontière de l'Oregon, au cœur de la chaîne des Cascades. Il culmine à 4322 mètres d'altitude, ce qui en fait le deuxième plus haut volcan de cette chaîne après le mont Rainier, qui se situe, lui, en dessous de Seattle, aux États-Unis aussi. Il s'agit d'un stratovolcan endormi mais non éteint, façonné par plusieurs aires éruptives et des dépôts de lave massifs. Ses flancs abrupts, souvent recouverts de neige, le font émerger comme une pyramide naturelle, isolée au milieu des forêts. Le mont est entouré de sources chaudes, de cavernes, de lave, de formations de quartz et de rivières glaciaires aux eaux limpides. Il repose sur une ancienne faille tectonique et certains chercheurs affirment qu'il est positionné à l'intersection de deux plaques géodynamiques. Shasta est un nœud énergétique principal situé sur l'une des lignes principales aussi du continent nord-américain. Il fait partie d'une triangulation tellurique avec le mont Rainier et le mont La Senne, que tu peux voir sur la carte. Et certains chercheurs en géobiologie détectent des spirales de courant verticales puissantes. De nombreux cercles de pierres, vestiges indigènes, y sont présents autour du mont. Les chamans de diverses traditions s'y rendent en pèlerinage pour des activations, affirmant que Shasta répond avec une conscience propre. Le mont Shasta est considéré par de nombreux mystiques comme le chakra racine de la planète, là où la Terre s'ancre, vibre et impulse la force de vie. Il agirait comme un réservoir d'énergie subtile, redistribuant cette vitalité à travers tout le réseau planétaire. Certains l'identifient aussi comme un portail d'entrée vers des royaumes intraterrestres, abritant les gardiens d'une civilisation ancienne, restée en lien avec la conscience primordiale de la Terre. Sur place, les témoignages sont récurrents. Sensation de pression énergétique dans le corps, perception de sons cristallins sans origine identifiable, apparition de colonnes lumineuses ou de brumes soudaines en pleine journée, altération du temps, sentiment que le temps ralentit ou s'étire, et des expériences de connexion télépathique, de rêves lucides et de visions intenses. Shasta est unique car il incarne l'union des trois mondes, le monde souterrain avec Télos que nous allons voir après, la cité lémurienne, le monde terrestre par sa puissance tellurique volcanique et le monde céleste avec une activité d'observation d'ovnis quasi permanente. C'est aussi une montagne silencieuse. Elle ne parle pas à ceux qui viennent par curiosité, mais elle révèle tout à ceux qui viennent en conscience. Beaucoup disent s'y être sentis comme appelés, parfois sans jamais en avoir entendu parler auparavant. Certains racontent une sensation immédiate de décompression intérieure, de reconnexion au corps, ou au contraire, une montée brutale de mémoires enfuies. D'autres décrivent un sentiment d'origine oubliée, comme si Shasta portait une fréquence de la maison d'avant, ou une clé vibratoire de notre mission de vie. Qu'est-ce que la cité de Télos ? Shasta abriterait, sous sa surface, une ville issue de la Lémurie, dirigée par un être nommé Adama. Cette cité fonctionnerait sur une fréquence plus élevée que la nôtre, accessible uniquement à ceux qui ont activé certains codes vibratoires. La légende de Skell, le dieu du ciel, dans les traditions amérindiennes, Shasta est la demeure de l'esprit céleste Skell, en guerre contre les forces souterraines du dieu Lao,
aujourd'hui enfermés sous le Crater Lake. Le Crater Lake fera l'objet d'un prochain épisode. À ne pas rater, il va être super intéressant. Parmi ces légendes, Shasta détiendrait un portail interstellaire. Des récits plus modernes font état de contacts extraterrestres près du mont. On y aurait observé des lumières sphériques, des êtres translucides et même des structures éthériques visibles uniquement par perception extrasensorielle. On entre ici dans le mythe fondateur le plus emblématique du mont Shasta, Télos, cité souterraine lémurienne à la frontière du mythe de la mémoire galactique et de la géomancie sacrée. Le nom Télos viendrait du grec télos, signifiant but ultime ou accomplissement. Pas rien, hein? Selon les récits issus de la mouvance théosophique et de certains canaux contemporains, Télos serait une cité construite par les survivants de la Lémurie, un ancien continent englouti dans le Pacifique il y a des dizaines de milliers d'années. Avant la chute de leur civilisation, ces sages lémuriens auraient migré en partie sur la surface terrestre, utilisant des technologies cristallines et des connaissances géomantiques avancées pour créer une ville souterraine autonome, directement reliée aux lignes telluriques planétaires. Leur refuge est bien le mont Shasta, dont la géométrie naturelle et la charge énergétique en faisaient un point d'ancrage idéal pour préserver leur conscience, leur génétique et leurs archives spirituelles. Télos ne serait pas un vestige mais une cité encore bien active, vibrant sur une fréquence plus élevée, invisible à l'œil humain non préparé, mais perceptible par le corps subtil, les rêves ou certains états altérés. Voyons voir sa structure. Télos serait bâti sur 5 niveaux souterrains, comme tu peux le voir sur l'image de ton écran, chacun consacré à une fonction bien spécifique. Alors, une cité résidentielle, un niveau pour un centre d'enseignement interdimensionnel, un autre niveau pour un temple central de la flamme de l'union divine, un autre niveau pour des salles de soins fréquentielles et de régénération cellulaire, et enfin un dôme cristal dédié à la communication avec les autres cités intraterres, comme par exemple Posid, Rama ou Shambhala. Télos serait relié à un réseau mondial souterrain via un ancien système de tunnels aujourd'hui fermé, sauf sur autorisation vibratoire. Pour sa population, environ 1 500 000 d'êtres vivraient à Télos, selon certains récits. Ce sont des lémuriens d'origine, mais aussi des êtres venus d'autres étoiles, tels que les Pléiades, Andromède, Sirius notamment, unis dans une conscience collective évoluée. Ils sont décrits comme beaux, androgynes, télépathes, mesurant environ 2 mètres, 2 mètres 10, au regard lumineux et bienveillant. Ils vivent dans une harmonie complète avec les lois naturelles. Télos ferait partie de la Confédération galactique. J'en ai suffisamment parlé dans la saison 1 en ufologie sur les derniers épisodes des programmes spatiaux secrets. Télos serait uni à d'autres civilisations interplanétaires dans une mission de veille vibratoire de la Terre. Son représentant le plus connu est Adama, un grand prêtre et ambassadeur de Télos près de l'humanité de surface. Il respecterait le libre arbitre, n'intervenant que lorsque les fréquences humaines s'élèvent suffisamment pour permettre une reconnexion en conscience. Ils ont une vie en collectivité, sans hiérarchie imposée, la classe, une éducation multidimensionnelle, trop top, une alimentation vibratoire,
essentiellement végétale et énergétique, et une régénération cellulaire par lumière et son cristallin. Quand est-ce qu'on y arrive, nous, hein? La longévité y dépasserait les 1000 ans. Ah, tu m'étonnes avec leur régime drastique. Grâce à la maîtrise des énergies, à la technologie de guérison avancée et à la connexion au soi supérieur constante. N'empêche que de nombreux voyageurs à Shasta, quand on s'y intéresse un peu, rapportent des rêves lucides très détaillés dans des cités lumineuses inconnues. Des sensations de présence invisible mais apparemment protectrices, parfois même des contacts visuels rapides et des expériences de télépathie spontanée, notamment autour du lac Siskiyou ou sur les pentes du mont au coucher du soleil. Certains médiums affirment avoir été accueillis hors du temps à Telos, lors de méditations profondes. Ils en reviennent avec des enseignements structurés, parfois même des langages carrément non terrestres. Par exemple, l'auteur Diane Robbins, on voit son ouvrage à l'écran, Canal de Telos, a popularisé les dialogues avec Adama. D'autres sources, et là je te montre deux autres ouvrages, dont l'un de Aurelia Louise Jones, ont été transmis des messages vibrants sur le plan d'unification entre l'humanité de surface et les peuples de l'intérieur. Le troisième ouvrage que tu vois là a été créé par Diane Robbins et Aurelia Louise Jones. Voilà. Telos incarne l'archétype du sanctuaire intérieur. Elle symbolise le passage de l'humanité déconnectée à une humanité unifiée, alignée, souveraine. Géomantiquement, c'est un cœur intraterrestre, un organe subtil de la planète relié au chakra racine mondial. Elle représente aussi le fœtus de la future humanité cristalline, celle qui renaîtra de ses cendres, une fois les structures de l'ancien monde dissoutes. Alléluia! Calme-toi. Telos, c'est l'appel à la mémoire oubliée. Ce qui, sous la montagne, dort en nous aussi. Et ce qui, quand nous nous réajustons à la vibration juste, se rallume. Cette légende peut être vue comme une métaphore de l'humanité future, car Telos représente aussi pour certains notre potentiel latent, un futur conscient dans lequel la technologie, la spiritualité et la nature se sont réconciliées. Ça me parle franchement. Alors là, accroche ta ceinture, hein, parce que t'as vu, ils sont pas beaux, hein, ceux qu'on voit à l'image, hein, les Deros. D'ailleurs, ils me font penser à certains cryptides qu'on verra en saison 3. À ne pas manquer parce que celle-ci, elle va être... il va y avoir des frissons dans l'air. Bon, bref, revenons à nos moutons. Le terme Dero est une contraction de Detrimental Robots, un nom inventé par l'écrivain Richard Sharp Chever dans les années 40. Dans une série de récits entre science-fiction, expériences vécues et délire lucide, Chever affirme avoir été en contact avec une race d'êtres dégénérés vivant sous la surface de la Terre, notamment sous certaines montagnes, dont le mont Shasta. Il prétend que les Deros sont des descendants décadents d'une ancienne civilisation techno-spirituelle tombée dans la corruption vibratoire et le parasitage psychique. Leur technologie aurait survécu, mais leur conscience aurait sombré. Et ça, les gars, c'est justement pas là qu'il faut qu'on aille. Ok? Les Deros seraient des êtres humanoïdes déformés, vivant dans des réseaux de cavernes profonds, coupés de la lumière solaire depuis des millénaires. Ouais, ça se voit vu leur aspect. Leur peau est pâle, leurs yeux adaptés à l'obscurité, leur psyché fragmentée. Bref, ils font franchement flipper. Contrairement aux Télosiens, les Deros n'ont pas transcendé leur nature.
il se serait enlisé dans des pratiques de contrôle mental, d'expérimentation sur les humains, génial, voire de manipulation vibratoire à distance. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir connaissance. Leur culture serait marquée par le désespoir, l'envie, la ruse, utilisant des technologies résiduelles pour induire des visions, des maladies, voire des abductions psychiques. N'empêche que ça me fait penser au lieu de tournage du Seigneur des Anneaux, qui est au mont Ngauruhoe, un des sommets volcaniques du parc du Tongariro, mieux connu sous le nom de montagne du destin en Nouvelle-Zélande, et avec ce personnage célèbre justement qui est Esméagold. Et oui, le désespoir, l'envie, la ruse. Ouais, ça me fait carrément penser à l'ego. Enfin bref. Dans certaines versions plus ésotériques, les Déros sont vus comme les parasites du subconscient collectif, se nourrissant des fréquences basses générées par la peur, la colère ou la confusion humaine. Le mont Shasta serait ainsi un carrefour à double polarité. D'un côté Télos, cité lumineuse d'harmonie vibratoire. De l'autre, les Déros, tapissant les couches plus profondes ou fractales du réseau intraterrestre. Certains témoins ou médiums ayant tenté des descentes trop brusques dans les énergies du lieu rapportent les expériences troublantes suivantes. Une sensation d'être observé, une perception de formes sombres rôdant sous terre, des présences oppressantes ressenties la nuit, génial hein, et des parasitages mentaux, cauchemars répétitifs, attaques psychiques. Une théorie vibratoire soutient que Shasta fonctionne comme une porte multidimensionnelle. Ce que tu portes, tu l'actives. Ainsi, l'énergie du lieu ne triche pas, elle révèle ton taux vibratoire en miroir. Si tu arrives en paix, Télos s'ouvre. Si tu arrives dans la peur, l'ombre te reflète. Les Déros ne sont pas que des créatures mythiques. Ils représentent aussi une part refoulée de l'humanité. Notre refus d'évoluer, notre fascination pour la domination, notre peur de la lumière en fait. Ils incarnent la dégénérescence dans toute leur splendeur, d'une ancienne sagesse qui a trahi ses propres lois. En cela, ils jouent un rôle initiatique. Nous rappeler que l'ascension sans intégration de l'ombre est un piège, que toute lumière attire un test et que les lieux géomantiques puissants ne sont pas des décorations New Age, mais des miroirs activés. Dans les profondeurs du Shasta, tout n'est pas cristal et harmonie. Certains racontent que bien plus bas, dans les failles oubliées du monde souterrain, errent encore les Déros, fragments d'un passé dégénéré, gardiens involontaires d'un savoir trahi, d'une fréquence corrompue. Ils sont les ombres que nous devons reconnaître pour que la lumière véritable puisse émerger. Tu avais accroché ta ceinture tout à l'heure. Maintenant, mets ton casque. Alors, plusieurs cas de disparition non élucidés ont été rapportés autour du mont Shasta. Des enfants retrouvés à des kilomètres, incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Des randonneurs portés disparus sans qu'aucune trace ne soit retrouvée. Des témoins ayant vécu une absence de temps. Heures, voire jours, écoulés sans mémoire. Certains prétendent avoir été brièvement pris dans une autre réalité. D'autres parlent d'avoir vu une porte dans la roche qui s'est refermée une fois franchie. Aucun cas précis d'enfants disparus directement sous le mont n'est bien documenté à Shasta, même si le phénomène est évoqué dans la série Missing 411 de David Paulides. Certaines histoires circulent sur Reddit, mentionnant Keith Parkins dans les années 50, retrouvé sans mémoire après s'être égaré,
mais sans données vérifiables. Le cas reste donc à investiguer et peut rester sous le mode légende populaire plutôt que récit avéré, mais tout de même, cela est bien étrange. Lesner Cardenas, âgé de 21 ans, originaire de Reading, déposé en taxi à McBride Springs, excuse-moi franchement pour mon anglais, donc déposé en taxi au pied du mont vers 14h22. Pas de trace de son sac. Son téléphone est parti en silencieux après 16 heures. Une recherche effectuée par la police, les shérifs, des hélicoptères et aucun indice n'a été trouvé. Le ranger Nick Myers a indiqué qu'il ne s'agit pas d'un cas classique de randonneur égaré. Ces deux femmes ont été portées disparues dans la région entre Chico et la station de ski de Shasta, après être parties de l'église. Leur trace s'est perdue près de cette station, selon le dernier signalement du téléphone portable. Leur voiture a été retrouvée en mars 2025 à environ 20 à 30 km à l'est de McCloud Bridge, dans une zone isolée du comté de Shasta. Les restes humains découverts près du véhicule sont toujours en cours d'identification et on n'a aucune explication précise pour leur chemin accidentel vers les montagnes. Des observations de lumière, des discontinuités temporelles, voire des missing time, des temps manquants, font état de ces événements inexpliqués. Des randonneurs ont signalé avoir perdu quelques heures sans explication, avec des GPS bloqués ou des enregistrements manquants. Des témoins plus ésotériques rapportent l'association d'un portail visuel ou d'une sphère lumineuse émergente du sol. Des cas anecdotiques de vision de portail révèlent, selon le vétéran Bigfoot researcher David Paulides, qui a compilé des récits de visions d'arches énigmatiques d'ouverture dans le sol. Et certains témoins racontent avoir vu des esprits éthériques sortir de la paroi, disparaissant instantanément. Shasta ne se visite pas. Shasta t'appelle ou te repousse. Elle n'est pas là pour plaire, mais pour révéler. Sous ces neiges immobiles, elle porte la mémoire de civilisations effacées, le battement sourd de la terre vivante et l'écho d'un monde que nous avons oublié mais qui n'a jamais cessé d'exister. Le mont Shasta, c'est une porte et la question est, es-tu prête à la franchir? On part maintenant vers les hauteurs gelées et intemporelles du mont Kailash, véritable axe du monde dans plusieurs traditions. Le mont Kailash se dresse dans l'ouest du Tibet, dans la région reculée de Ngari, à proximité des frontières du Népal, de l'Inde et du Bhoutan. Il culmine à 6638 mètres d'altitude, ce qui, bien qu'imposant, n'en fait même pas le plus haut sommet de l'Himalaya, mais certainement le plus sacré. Il s'agit d'un pic pyramidal parfaitement symétrique, aux flancs striés de lignes horizontales. Contrairement à ses voisins himalayens, il n'a jamais été gravi. Aucun alpiniste ne l'a atteint, et il reste vierge de toute empreinte humaine au sommet. Géologiquement, Kailash est formé de cristaux de gneiss, de schiste et de granit métamorphique et repose sur une zone tectonique complexe, entourée par la source des plus grands fleuves d'Asie. Kailash se trouve à l'exact carrefour de 4 grands fleuves sacrés, le Brahmapoutre ou le Tsangpo, le Sutlej, l'Indu et le Karnali, affluent du Gange. Cette configuration est unique au monde. 4 rivières jaillissent dans 4 directions cardinales autour du mont, comme une boussole naturelle cosmique. Kailash est également associé au mont Meru, l'axe mythique de l'univers dans les traditions hindoues, bouddhistes et jains, considéré comme le point central de l'émergence de la création. Certains chercheurs en géométrie sacrée estiment qu'il forme avec le mont Shasta et Uluru
que nous verrons dans la partie 3, un triangle planétaire d'activation à fréquence élevée. Et certains disent que ces flancs cachent une technologie ancienne ou même une entrée vers Agartha, le royaume souterrain. Kailash est vu comme le chakra couronne de la Terre, en miroir de Shasta, chakra racine. Il agit comme un pilier cosmique, un pont vertical entre le monde physique, le monde spirituel et les dimensions supérieures. Il serait aussi un régulateur temporel et karmique. Son énergie restructure les mémoires, purifie les cycles et agit comme un accélérateur de transmutation intérieure. De nombreux pèlerins rapportent des visions spontanées sur le sentier de circumambulation que nous allons voir juste après, des effets de vieillissement cellulaire temporaire, cheveux blanchis, rides soudaines, et des perceptions sonores sans source identifiable, des chants profonds ou des bourdonnements par exemple, des états modifiés de conscience, même sans méditation, et des sensations de lévitation partielle ou de disparition du corps. Certains témoins affirment que le mont change d'apparence subtile selon le regard. Il semble se rapprocher ou se courber, comme s'il lisait la fréquence intérieure du pèlerin. Kailash est inaccessible, non par la force, mais par le sacré. Aucun sommet himalayen n'est autant vénéré, protégé et non gravi volontairement. Même les autorités chinoises, après une tentative d'ouverture dans les années 80, ont interdit formellement toute ascension. Le mont Kailash est un absolu spirituel. Il ne se conquiert pas. Il se contourne avec respect. Faire le tour du mont, on appelle cela le Kora, est en soi un rituel initiatique profond. Sa forme quasi parfaite de pyramide à 4 faces, couplée à son isolement, en fait une structure naturelle très rare. Certains le voient comme une construction géométrique ancienne, un artefact vivant de la planète. Sur place, les ressentis sont extrêmes. Des émotions intenses souvent inexplicables, une mise à nu énergétique où les ombres personnelles remontent mais puissamment, des moments de grâce absolue, de silence mental ou de dissolution de l'ego. Beaucoup parlent d'une mémoire oubliée qui serait active comme si la montagne résonnait avec l'ADN spirituel du pèlerin. Certains s'effondrent en larmes en la voyant pour la première fois, d'autres repartent profondément transformés, même après un seul tour. Le mont Kailash est considéré comme la demeure de Shiva, dieu de la transformation et du détachement. Il y médite éternellement aux côtés de Parvati. Les rishis et sages viennent s'y aligner vibratoirement. Pour les bouddhistes, c'est le centre de l'univers, le pivot autour duquel gravitent tous les mondes. Le Kora est vu comme une façon d'entrer dans un cycle de renaissance purifiée. Le fondateur du jaïnisme, Rishabhanata, y aurait atteint l'illumination suprême, faisant du mont un site de libération karmique instantanée. Des récits plus récents évoquent des énergies artificielles sous le mont, des portes vibratoires ou des architectures dissimulées derrière sa façade géologique. Alors, le Kora est bien plus qu'une marche. C'est un rituel de dépouillement, un labyrinthe à ciel ouvert, une mise à nu vibratoire face à un être montagne. Le mont Kailash ne se gravit pas, il se contourne, pas par lâcheté, mais par révérence. Parce que s'approcher trop près du feu sacré sans y être préparé brûle plus que ça n'éclaire. Ce chemin sacré s'appelle le Kora. C'est une circumambulation de 52 km autour du mont, un cercle initiatique, une boucle de pierre, de vent et de poussière que les pèlerins tibétains accomplissent dans le sens des aiguilles d'une montre, les bons le font dans l'autre sens. En apparence, un trek rude entre 4700 et 5600 mètres d'altitude, avec des nuits glaciales, des montées abruptes et un souffle court. En vérité, c'est une mort symbolique.
Les anciens disent que le Kora suit le rythme de 3 morts. La première mort étant la mort du corps. Les premiers kilomètres testent la résistance. Le froid, l'altitude, la fatigue brisent les automatismes. Tu ne marches plus, tu avances par nécessité intérieure. La seconde, la mort de l'ego, arrive le col de Drolmala, à plus de 5600 mètres. C'est le sommet de la boucle et son point de rupture. Là, les pèlerins déposent des objets symboliques, des mèches de cheveux, des intentions, des deuils. Ils pleurent, ils tremblent, ils se vident. Et la troisième mort étant la renaissance. La descente est un souffle neuf. Chaque pas est un battement de cœur retrouvé. Le silence du monde devient présence intérieure. Tu n'es plus le même. Le cercle est fermé et quelque chose en toi s'est ouvert. Pour certains, le Kora se fait en 3 jours. Pour d'autres, en une vie. Certains pèlerins l'accomplissent en prosternation complète, c'est-à-dire un pas, une chute au sol, une prière. Un pas, encore et encore. Cela peut prendre des semaines, mais chaque centimètre parcouru est un choix d'amour, une offrande au divin, un effacement de l'ego ou une maîtrise de l'ego. Et à chaque tour accompli selon la légende, comme tu peux le voir sur ton écran, un Kora, c'est tu effaces les fautes d'une vie. 13 Kora, c'est la libération karmique assurée. 108 Kora, c'est un éveil instantané. Pour finir, ce panorama montre bien pourquoi le mont Kailash est si unique. Un pivot sacré convergeant 4 traditions autour d'un même sanctuaire cosmique. Chacune utilisant sa propre légende, son propre dessein, but, mais partageant un même engagement sensoriel et rituel devant l'axe du monde. Faire le tour de Kailash, ce n'est pas marcher autour d'un rocher, c'est tourner autour de soi-même, jusqu'à ce que tout ce qui était inutile tombe, jusqu'à ce que le souffle remplace la pensée et que chaque pas te rappelle une vérité oubliée. Tu es déjà le chemin, tu es déjà la prière, tu es déjà la montagne. Je me répète, mais aucune ascension connue donc. Des alpinistes ont tenté de grimper Kailash, notamment une équipe espagnole et une équipe chinoise dans les années 80, mais ils ont abandonné sans raison claire. Plusieurs ont été frappés de visions violentes, de migraines extrêmes ou de perte de repères spatio-temporels. Alors ici, un cas est rapporté par un moine tibétain qui nous dit qu'un randonneur russe aurait disparu dans les années 2000 alors qu'il tentait une montée donc illégale. Selon les témoins, il aurait traversé la montagne après avoir touché une paroi vibrante, puis se serait volatilisé. Pouf! Des pèlerins affirment avoir vu brièvement des portes de lumière s'ouvrir sur les flancs du mont, ainsi que des êtres translucides observant le sentier depuis les hauteurs. Alors, pour toi, ont-ils halluciné par manque d'oxygène vu l'altitude ou pas? Eh bien, je te laisse te faire ta propre idée encore une fois. Le mont Kailash ne t'appelle pas. Il attend que tu sois prêt. Ici, le silence est plus dense que la roche. Ici, la gravité n'a plus tout à fait d'emprise, car tu n'es plus simplement sur une montagne. Tu es sur le pôle sacré de la création, là où les dieux viennent encore méditer, là où le temps se dissout, là où tu n'as plus d'excuses pour oublier qui tu es. Pour cette troisième partie, cap sur l'Australie intérieure, le cœur battant du Dream Time, là où la roche chante encore les chants des origines. Uluru, aussi connu sous le nom d'Ayers Rock, se trouve au centre de l'Australie, dans le territoire du Nord, à environ 400 km au sud-ouest
d'Alice Springs, au cœur du désert rouge appelé Red Center. Ce monolithe de grès rouge mesure environ 348 mètres de hauteur et est long de 3,6 km, mais des fondations plongent à plus de 6 km dans la croûte terrestre. Comme si ce que nous voyons n'était que la pointe de l'iceberg. Uluru est vieux de plus de 500 millions d'années. Apparemment, il fait partie d'un ancien fond marin surélevé, aux couleurs changeantes selon la lumière. À l'aube ou au crépuscule, il passe du rouge au pourpre, au violet, voire à l'ocre doré. Sa surface est striée de cavités, de canaux d'érosion, de fissures naturelles qui, pour les Anangu, le peuple autochtone gardien du site, sont autant de symboles vivants. Uluru se situe sur un puissant croisement de lignes telluriques, un point nodal du réseau énergétique mondial, en miroir de lieux comme Stonehenge, le mont Shasta ou Gizeh. Il est souvent associé au chakra du cœur de la planète, comme si la Terre battait un peu plus fort ici, dans ce désert brûlant. Certains chercheurs affirment qu'Uluru forme un duo énergétique sacré avec le mont Katachuta, les Olgas, situés à quelques kilomètres à l'ouest, agissant comme un circuit vibratoire masculin-féminin. Les géobiologues ont mesuré une fréquence de Schumann locale plus élevée qu'ailleurs dans le désert et une activité magnétique légèrement anormale. Uluru est un point d'émission vibratoire, un centre d'ensemencement de conscience. On dit qu'il diffuse une onde harmonique primordiale en lien avec les chants du rêve, qu'on appelle Chukurpa, ces lignes de récits chantés qui structurent la création aborigène et qu'on traduit maladroitement par Dreamtime, mais qui désigne un temps hors du temps, un réseau d'histoires cosmiques, d'êtres ancestraux et de lois universelles. En gros, c'est un temps originel où le monde s'est créé par le chant. Chaque faille de la roche correspond à un mythe fondateur ou à un chant sacré transmis oralement depuis des millénaires. C'est un lieu où la mémoire de la Terre est encore active. Chaque fissure contient un fragment de vérité, chaque paroi une histoire à décoder. Uluru transmet non pas des mots, mais des résonances. Certains chercheurs ésotériques affirment qu'il agit comme un décodeur quantique du champ planétaire, réémettant à intervalles réguliers des pulsations d'alignement à destination des êtres sensibles. Les phénomènes rapportés sont souvent des changements d'état de conscience spontanés, des perceptions auditives subtiles comme des sons émanant de la roche elle-même, des visions archétypales particulièrement au coucher du soleil, une connexion émotionnelle très forte avec montée de larmes ou de gratitude inexpliquée, des pulsations ressenties sous les pieds comme un battement cardiaque. Et certaines personnes parlent d'un sentiment de fusion avec la Terre, de rappel à la maison ou de téléchargement d'informations non verbales. Uluru est unique en ce qu'il est à la fois un lieu, un être, un récit. Il n'est pas un monument figé, mais une conscience active, encore honorée quotidiennement par les Anangu, qui y voient un lieu de contact avec les ancêtres créateurs. Il est aussi hautement protégé. L'ascension est désormais interdite, non seulement pour des raisons de sécurité, mais surtout par respect des lois sacrées. Monter sur Uluru, c'est marcher sur le dos d'un ancêtre vivant. Ceux qui s'en approchent comme ça, son mental, ressortent souvent bouleversés. La roche semble parler directement au corps, réveiller des mémoires très anciennes, parfois même non humaines. D'autres décrivent une sensation d'intelligence présente, de force protectrice douce mais ferme, comme si quelqu'un ou quelque chose vous observait avec amour mais sans indulgence. Dans la cosmogonie aborigène, Uluru a été façonné par le combat des ancêtres totems, notamment le serpent géant, gardien des eaux et du temps du rêve. Chaque fissure dans la roche est un vestige vivant de ces combats mythiques. Uluru n'a pas été créé, il est et a toujours été. C'est un livre vivant où les récits du monde s'inscrivent par la géographie elle-même. Les chants des ancêtres y sont encore perceptibles par les initiés.
Les visiteurs ont rapporté des visions en état de veille, des entités translucides, des formes serpentines de lumière, des sensations de voyage hors du corps en présence du mont. Certains affirment qu'Uluru est un point d'ancrage d'une conscience galactique très ancienne. Voici un enrichissement détaillé de Uluru, avec des mythes fondateurs et des chants sacrés que l'on nomme songlines, associés aux fissures et au relief de la roche. Mais avant, il faut que je te parle encore d'une synchronicité. Hier soir, j'ai regardé un épisode de Star Trek Voyager. Tu sais, avec le capitaine Catherine Janeway et son acolyte Chakotay. Et dans cet épisode, en fait, tout l'équipage faisait des cauchemars. Et le lendemain, ils se lèvent et tout. En gros, waouh, t'as bien dormi? Non, pas vraiment, j'ai fait un cauchemar. Ah, et toi, t'as bien dormi? T'as une sale tête. Non, j'ai fait un cauchemar aussi. Ah bah tiens, ils ont tous fait un cauchemar avec, dedans, des entités, en fait, qui se prétendent être réelles. Et en fait, ça rejoint exactement les mythes que nous allons voir là maintenant sur Uluru, le cœur vivant du temps du rêve. Deux garçons jouaient dans la boue après la pluie, façonnant une forme qui devint Uluru. En voyageant ensuite, leurs corps se transformèrent en rochers disséminés dans la région, notamment dans les Musgrave Ranches et au mont Corneau. Sur les deux côtés de la roche vivaient les Malas, esprits du Hare Wallaby, et les Kunya, esprits du serpent. Lors d'un conflit initié par les Windulka, une bataille sanglante éclata. La terre tressaillit, des roches se formèrent, et le sang ancestral donna naissance à Uluru. Un conflit opposant le python Kunya et les serpents Liru laissa des marques dans la roche. Les formations comme la Childa Georgia témoignent de ce combat mythique. Le petit lézard mythique Taji, lançant son kali, créa une série de trous dans la roche lorsqu'il essaya d'en extraire. Taji périt, et son corps devint roche à l'intérieur d'une grotte d'Uluru. Dans un mythe du peuple d'Iyari, le gecko Adnoartina affronta Marandi le dingo. La blessure et le sang du lézard colorèrent Uluru en ocre rouge, à l'origine de sa teinte symbolique actuelle. Les Chikurpa Stories, racontés oralement à travers des songlines, sont des récits vibrations qui parcourent le paysage d'Uluru à travers ses fissures, ses grottes et ses rochers. Par exemple, la songline d'Inma Ngitaka suit le trajet mythique du lézard géant Ngitaka sur plus de 500 km, retraçant la formation géologique par chants et gestes sur le sol. Ces chants sont associés aux cérémonies masculines et aux motifs gravés dans les grottes autour d'Uluru, évoquant l'histoire de conflits et de la réconciliation. Chaque fissure, chaque faille et chaque cavité correspond à un épisode ancestral, à une présence énergétique, parfois un combat, parfois un acte sacré. Les chants, les songlines, qui parcourent le sol sont les mémoires vibratoires de ces événements. Chaque pierre, chaque gorge, chaque rocher est un chapitre vivant du temps du rêve. Voici un extrait poétique inspiré d'un chant traditionnel associé au mythe de Kunya, le python sacré, l'un des plus puissants d'Uluru. Ce n'est pas une transcription littérale, car les chants aborigènes sont sacrés et rarement divulgués, mais une interprétation vibratoire fidèle à l'esprit du Dreamtime. Elle glisse sous la pierre, elle chante sans voix, Kunya, mère des formes et des flux. Sous sa peau dorée, frémit la mémoire rouge, elle danse le monde ancien dans l'ombre des gorges. À l'est, elle écoute, à l'ouest, elle se dresse. Son souffle trace la ligne, sa langue fend le silence. Les roches l'entendent, le sable s'incline, car Kunya n'est pas un serpent,
Elle est la gardienne du passage. Plusieurs cas de disparition inexpliquée de randonneurs ont été rapportés autour d'Uluru et dans le parc national d'Uluru-Kata-Tjuta, notamment dans les zones interdites ou non cartographiées. Les Anangu parlent de zones taboues où seuls les initiés peuvent marcher car les esprits y sont toujours actifs. Ils nous parlent aussi des Missing Bushwalkers. Ce sont des randonneurs disparus dans le bush, que ce soit par des conditions naturelles ou, pour les plus sensibles, des phénomènes inexpliqués. Une notion inscrite dans la culture australienne. Ils affirment que certaines zones d'Uluru ne doivent jamais être pénétrées, sous peine de ne plus pouvoir revenir dans cette réalité. Toujours selon les expressions locales, par rapport à des étrangers disparus, ils nous disent qu'ils ont été absorbés par le rocher. Certains randonneurs rapportent avoir perdu le nord sans explication ou s'être retrouvés comme téléguidés vers des zones où ils n'avaient vraiment pas prévu d'aller. Azaria Chamberlain, 9 semaines, disparue dans la nuit à Ayers Rock Campground le 17 août 1980, sur son lieu de campement familial situé à 8 km d'Uluru. Selon le témoignage, la mère Lindy Chamberlain aurait vu un dingo prendre bébé Azaria hors de la tente. Une enquête incrimina d'abord un meurtre, puis reconnut par la suite la version du dingo quelques années plus tard. Et oui, heureusement que les autochtones ont témoigné aussi en sa faveur. Il ne s'agit pas d'une disparition mystique, mais l'histoire est devenue un symbole fort des mythes associés à Uluru. Il existe de nombreux témoignages anonymes de randonneurs qui perdent subitement le repère, sans trace de panique ou d'orientation, se retrouvent automatiquement dirigés vers certaines zones qu'ils n'avaient pas planifiées, sont saisis d'un vaste sentiment de guidance, comme s'ils étaient rallumés par une volonté extérieure. Ces récits sont pour la plupart circulaires, périlleux à vérifier scientifiquement, relayés notamment sur des forums voyageurs et certains récits ésotériques liés à l'énergie du lieu. Un touriste européen, selon des récits off anonymisés, sans nom public, en 1993, dans la région d'Uluru, aurait été retrouvé à 25 km du monolithe, dans une zone désertique peu accessible. Selon les témoignages, il était soit nu, soit en simple vêtements légers, réclamant, je cite, « Je suis englouti dans un rêve rouge. J'ai vu des serpents de lumière. Je suis né de nouveau dans le désert. » Fin de citation. Il aurait ensuite été hospitalisé, sans se souvenir des jours passés. Ces fragments émergent dans des récits parus surtout dans les années 90-2000, sans détails officiels. Uluru, domaine des rêves vivants, où les entités sont tout autant vivantes dans le rêve que dans notre réalité, n'est pas exempt d'ombre et de mystère. Il ne révèle pas facilement ses secrets, et ceux qui s'y perdent semblent parfois appartenir à un récit plus grand, lié à ses esprits et sa mémoire tellurique. Uluru ne laisse pas de traces, mais parfois il remonte les habits du rêve. En 1993, un voyageur est retrouvé à 25 km nu, blessé, déclarant avoir été emporté dans un rêve rouge, visité par des serpents de lumière. D'autres, plus discrets, parlent de zones interdites, d'ombres matricielles, où l'on ne revient pas, où on revient changé. Ici, sous le soleil australien, la planète se souvient, et parfois, elle reprend possession de ceux qui écoutent. Les récits liés à des disparitions à Uluru sont surtout anecdotiques et non corroborés, certes, par des rapports officiels. Mais bon, ce sont des fragments de légendes contemporaines ou de témoignages non vérifiés, donc à manier tout de même avec nuance et surtout respect. Uluru ne se visite pas, il se ressent, il se reçoit. Il n'est pas un site, il est un être ancestral, un cœur rouge qui bat au rythme des premiers chants, là où le serpent tisse les lignes du monde, là où la roche murmure des secrets que seuls les corps peuvent entendre. Uluru ne parle pas, mais si tu l'écoutes,
tu n'oublieras plus jamais qui tu es. Nous arrivons à la conclusion de l'épisode, l'instant où tout s'aligne, où les trois montagnes se mettent à résonner ensemble dans la conscience. Trois montagnes, trois visages d'un même corps sacré, trois centres géomantiques, chacun ancré dans un continent, une culture, une fréquence, et pourtant reliés, comme les points d'un triangle invisible. Un triangle qui soutient l'architecture vibratoire de la planète. Un triangle qui parle à nos cellules bien plus qu'à notre logique. Le mont Shasta, avec ses grottes de quartz et ses murmures intraterres, nous appelle à descendre en nous-mêmes, à retrouver notre racine, notre mémoire, notre vérité oubliée. Il est la porte intérieure, l'origine cachée. Le mont Kailash, trône des dieux, nous montre l'axe vertical, le lien direct avec le divin, le soi cosmique. Il ne se laisse pas conquérir, il nous pousse à nous conquérir nous-mêmes. Il est le miroir de notre conscience. Uluru, enfin, le cœur rouge, vibre comme un battement profond, une pulsation originelle. Il n'explique rien, il chante ce que nous avons oublié d'écouter. Il est le rappel à la terre, au rêve, à l'innocence sacrée. Ensemble, ils forment une trinité géomantique. Shasta, le passé, Kailash, la verticalité, Uluru, le cœur du maintenant. Trois gardiens, trois enseignants, non pour être admirés, mais pour être ressentis. Car ils ne sont pas là pour nous raconter leur histoire, ils sont là pour nous rappeler la nôtre, celle d'un temps où l'humain savait lire la terre comme un livre sacré, où les montagnes n'étaient pas que des rochers, mais des êtres vivants, veillant sur nous depuis les débuts de l'incarnation. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « Irai-je un jour à Shasta, Kailash ou Uluru ?» mais plutôt « Suis-je prête à activer ce mont Shasta en moi, à écouter mon Kailash intérieur, à laisser Uluru battre dans ma poitrine ?» Ces trois montagnes, en plus d'être géomantiques, semblent garder les seuils d'autres mondes. Shasta attire dans les profondeurs et les cités cachées. Kailash ouvre des plis du temps et du réel, repoussant les audacieux. Uluru absorbe, enseigne ou efface, selon les intentions de l'âme. Elles ne sont pas simplement des sommets, ce sont des sentinelles vivantes. Et parfois, elles reprennent ce qui ne leur appartient pas, ou accueillent ceux qui cherchent à changer de fréquence. La géographie sacrée n'est pas un mythe du passé. C'est un langage oublié, un code vibratoire et un chemin de retour. Ces trois montagnes ne sont pas que des lieux sur une carte. Ce sont des appels, des clés et peut-être les dernières sentinelles silencieuses d'un monde vivant, encore prêt à nous enseigner si nous sommes prêts à écouter. À y regarder de très près, une trame invisible se dessine. Ces trois monts forment un triangle géomantique tendu entre ciel, terre et inframonde. Tous trois sont intouchables dans leur essence. Tous trois génèrent des récits qui traversent le temps entre mythe et mystère. Tous trois sont liés à des phénomènes d'altération de la perception, de disparition, de transmutation intérieure. Ce ne sont pas seulement des sommets à gravir, ce sont des portails à ressentir, des lieux où la matière s'efface pour laisser place à l'expérience pure. Ils incarnent le message que la Terre est vivante, intelligente, consciente, et qu'elle nous parle encore, si nous savons écouter. En les étudiant, en les ressentant, nous réapprenons à lire le vivant par le relief, à cartographier notre monde non plus en kilomètres, mais en fréquence. Alors, très cher, peut-on vraiment dire qu'on visite ces lieux ou est-ce eux qui nous visitent? À Uluru, c'est la terre qui rêve à travers nous. Au Kailash, c'est le silence qui nous traverse. Et à Shasta, c'est l'invisible qui nous appelle à redevenir entiers. Ces centres ne sont pas faits pour être conquis ni collectionnés. Ils sont des miroirs, des vortex, des maîtres immobiles. Et à leur contact, quelque chose en nous se souvient. Alors, même de loin, même sans y poser le pied, ferme les yeux, respire et laisse ces géométries sacrées activer
ce qui sommeille en toi, car la terre, elle aussi, a ses temples, et il chante encore.